Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de ce type un peu improvisé où on va parler de la finale de Super Coupe d'Europe ou tout simplement la Super Coupe d'Europe qui s'est jouée hier entre le Bayern et Séville, qui était un très beau match, un match super intéressant, riche. Je crois qu'on a un peu de chance sur les Super Coupes d'Europe récemment. Déjà on en a des formats longs, c'est la 6e fois sur les 8 dernières que ça va en prolongation à minima, et puis après l'édition de l'année dernière, Chelsea-Liverpool de partout qui était déjà bien relevé, là on a eu à nouveau un beau spectacle. Je crois que quelque part on pouvait s'y attendre, c'est quand même deux des formations les plus excitantes et les plus intéressantes, séduisantes qu'on ait eues sur la saison passée, qui sont un petit peu dans la foulée, qui en plus, cette Super Coupe d'Europe n'était pas un match de préparation comme ça peut l'être sur d'autres saisons, avec la temporalité particulière qu'on connaît et qui est la nôtre aujourd'hui, ça faisait sens aussi. Donc voilà, belle finale. Je pense que la première partie, c'est tout simplement de dire que la victoire du Bayern est amplement méritée. Juste un coup d'œil au tableau statistique le prouve, je crois qu'on est sur du 25 tirs à 6, 65-35 de possession, bien plus de duels gagnés. J'ai pas les XG pour cette rencontre, je les ai pas trouvés, mais à mon avis ils sont largement en faveur du Bayern, qui a eu une grosse période de domination, notamment au début du second acte, début de la seconde période, pendant 20-25 minutes, le Bayern a vraiment imprimé son rythme, alors que jusque là c'était un peu plus équilibré. D'ailleurs Séville ouvre le score, mais voilà, pas grand chose de plus à dire sur cette première partie. La victoire méritée du Bayern aurait même pu intervenir un peu plus tôt si son deuxième but refusé, parce qu'il y a eu 2 buts refusés pour les Bavarois, si ce deuxième but refusé avait été peut-être revu par l'arbitrage vidéo. Je suis pas sûr qu'il y ait une forte poussette de Lewandowski, en tout cas avec les ralentis qu'on avait, il n'y avait rien du tout, donc voilà, ça aurait même pu se décanter un peu plus tôt, et c'est un nouveau trophée pour Hansi Flick, qui a plus de trophées depuis qu'il est au Bayern qu'il a eu de défaites et de matchs nuls cumulés. C'est un peu mal dit, mais vous comprenez l'idée. Un nouveau trophée pour Hansi Flick et le Bayern, à nouveau totalement mérité. Mais alors après, quand on dit ça, il faut comprendre que ça n'exclut pas non plus la très belle prestation des Sévillans, qui a fait un match vraiment de haute qualité pour perdre seulement 2-1 contre le Bayern, et en prolongation c'était obligé, mais vraiment je crois qu'il y a plusieurs points sur lesquels il faut insister pour détailler ce qu'a bien fait cette équipe sévillane, non seulement parce que ça peut donner des idées, mais tout simplement parce que c'est une formation qui va valoir le coup d'œil cette saison, notamment peut-être dans une Liga un peu plus faible qu'à l'accoutumée, où les deux cadors arrivent avec relativement moins de certitude, des mercatos pas franchement emballants. Voilà, il y a peut-être un coup à jouer pour Séville, même si c'est peut-être un peu s'avancer de dire ça, surtout que eux aussi risquent de perdre pas mal de joueurs. En tout cas, sur le match d'hier, on a vu des choses vraiment bien faites. Je crois que la première, notamment sur le premier acte, mais même ensuite par la suite, c'est un bloc défensif très compact et très bien huilé. Alors c'est une chose de défendre bas, c'est une chose d'être regroupé et de laisser peu d'espace entre les lignes, c'est une autre chose de bien le faire et d'avoir les mouvements de rotation, les compensations qui sont faites dans le bon timing. Finalement le Bayern a eu beaucoup de mal à trouver les espaces, notamment sur cette première mi-temps, et a fortiori en attaque placée, sur les circuits de possession habituels, traditionnels du Bayern, globalement il y avait très peu d'espace à trouver, et là où le Bayern a été beaucoup plus dangereux, c'est sur les récupérations hautes, modèle classique du Bayern qui était très agressif, qui a pris la gorge Séville, mais pourtant Séville s'en est plutôt bien sorti dans ce registre aussi, et le premier but du match, il est consécutif à un penalty, mais si on regarde toute l'action qui amène au penalty, d'ailleurs elle est superbe, j'en ai fait un petit tweet, j'ai pas réussi à la retrouver dans son intégralité, j'ai pas revu de flux vidéo qui permettent vraiment de mettre en lumière ce qui a été fait de bien sur cette action, mais si on remonte 15, 20, 25 secondes en arrière, la sortie de balle sévillane pour amener le penalty est vraiment de très haut rang. Simplement du jeu en une touche, des combinaisons qui arrivent à ouvrir ce pressing bavarois pour ensuite même se projeter assez vite derrière. Donc voilà, ça a été bien fait, à la fois un bloc bas, solide, bien regroupé, qui coulissait bien huilé tout simplement, mais qui avait la capacité de projection et qui avait la qualité technique pour se projeter vite derrière, même si, et là c'est le petit bémol par rapport à ça, et quelque part face à l'équipe qui presse sans doute le mieux en Europe en ce moment, c'est presque inévitable, même s'il y a eu des petits couacs, je pense notamment à Rakitic qui a perdu quand même pas mal de ballons dans sa propre moitié de terrain, parfois même dans son propre tiers du terrain ou 40% de terrain.
Et du coup, le Bayern s'est quand même créé des situations intéressantes, des situations dangereuses grâce à ce pressing haut. Bon, ça, c'est presque inévitable. Donc voilà, quelques pertes de balles assez basses qui nuancent un peu ce tableau positif qu'on peut avoir sur Séville. Un Rakitic qui va devoir trouver quelque chose pour se mettre au niveau de son prédécesseur Banega. Il y a quelques motifs d'inquiétude. Il y en aurait un autre encore plus fort si Koundé venait effectivement à quitter Séville, alors défenseur central qui est pisté avec insistance, il me semble, par Manchester City, qui est assez agressif sur ce dossier. Il reste encore de bonnes semaines de mercato, un petit peu moins peut-être. Voilà, il y a encore pas mal de choses qui peuvent se décanter. S'ils perdent Koundé, ça pourrait faire mal parce qu'il a été vraiment très bon hier. Encore un très gros Ocampos aussi qui, au-delà de son but sur penalty, fait un grand nombre de différences individuelles. Je crois qu'il est absolument vital dans ces circuits très très directs. Et en plus, il a une rage de vaincre, un état d'esprit mental qui, à mon avis, va infuser un peu ses coéquipiers. Voilà. Pour affronter le Bayern et pour en sortir la tête haute, il faut faire un match de guerrier. Et dans ce cadre-là, Ocampos a fait un bien fou. Maintenant, la question, c'est peut-être de savoir s'il y a d'autres manières de faire mal à ce Bayern que de jouer à leur jeu. Donc 35% de possession, ça exprime à mes yeux pour Séville un rapport de force qui est subi. Alors ça peut être une volonté d'avant-match, de préparation de ce match spécifique, de se dire on va défendre bas, on va planter quelques banderilles en contre, et c'est pas grave si on reste à 30, 35, 40% de possession. Mais fondamentalement, c'est quand même contraire au principe de jeu fondamental, à la philosophie initiale de Séville. Séville est obligé de mettre de l'eau dans son vin pour s'adapter à l'adversaire en face. Et la question du coup pour les prochains matchs, même les prochains matchs du Bayern, c'est de savoir s'il est possible de faire autre chose contre cette équipe bavaroise. Est-ce qu'il est possible d'avoir un contrôle de la possession contre cette équipe? Et pour le coup, j'en suis pas certain, parce que à partir du moment où cette équipe te presse très très haut, très très fort, déjà mécaniquement tu vas perdre beaucoup de ballons, ça c'est une première chose, mais même l'opportunité de contrer dans leur dos quand tu réussis à sortir de cette phase de pression, elle est très très forte, l'envie est forte. Quand tu vois que derrière tu n'as plus que 3 joueurs et potentiellement pas des très rapides en plus, avec 40 mètres d'espace dans leur dos, là logiquement tu vas être amené à vouloir planter ton contre de manière ultra verticale et à nouveau mécaniquement perdre la balle plus rapidement, même si l'action va au bout. Ce qui signifie donc que même via ses faiblesses, c'est pas que via ses forces, mais même via ses faiblesses, le Bayern joue un jeu qui va lui octroyer la part du lion de la possession. Donc voilà, ce sera intéressant de savoir si des contres se mettent en place. En Bundesliga, j'en suis pas certain. Peut-être en Ligue des Champions contre un ou deux adversaires de très très haut calibre. Il faudra sans doute attendre les tours à élimination directe. Mais ça aussi, c'est une question qui continue d'être posée par le match d'hier soir. Alors du coup, pour boucler cette question Bayern et se demander si en troisième partie le Bayern est encore plus fort peut-être que la saison passée, ce match en donne quelques indices. Il a mis en lumière plusieurs points forts, mais aussi peut-être souligner encore davantage quelques interrogations. Je crois que il y a un tableau assez nuancé à faire par rapport à cette question. La première chose, c'est de dire que le Bayern continue très très fort, le Bayern continue sur sa lancée avec un nouveau trophée, avec la 23e victoire consécutive. Si on remonte, je crois que c'est une série qui a commencé en février 2020 avec le match nul contre Leipzig, et quelque chose comme ça. 23e victoire consécutive, du coup, c'est un record, tout simplement, c'est un record dans les 5 championnats majeurs. Le précédent record, c'était de 22, et c'était le Real Madrid d'Ancelotti en 2014. Donc voilà, si on se pose la question de savoir si ce Bayern va continuer à être historique, il l'est déjà, ok, mais ça c'est juste, on va dire, une réalité statistique, arithmétique. Maintenant, est-ce qu'ils sont vraiment plus forts dans le jeu ? On a retrouvé un peu les mêmes éléments qu'on retrouvait l'année dernière, et j'ai envie de dire même qu'on en retrouvait peut-être chez la Grande Allemagne 2014, à savoir toujours autant de passes en pleine surface. C'est vraiment impressionnant la faculté qu'ils ont, au-delà de leur qualité de pressing et de récupération haute. Une fois qu'ils sont installés dans le dernier tiers, ils ont une qualité technique collective, vraiment une entente, et je crois que Müller là joue un rôle absolument fondamental, une capacité à trouver des petites passes, des petites transmissions en pleine surface, qui permettent d'accentuer le danger et de se créer des occasions de très très haute qualité. C'est pour ça aussi que je pense que leur valeur d'expected goal, si on l'avait, serait très haute. C'est que les occasions et les tirs qui déclenchent sont souvent très très dangereux. Je pense là par exemple au premier but qui est refusé pour hors-jeu, qui est refusé justement pour hors-jeu. Un centre que Lewandowski remet de la tête sur Müller, qui lui contrôle et lui remet ensuite. Il y a 2 échanges de passes qui sont quasiment dans les 6 mètres, ou en tout cas entre le point de penalty et les 6 mètres.
voilà, de l'altruisme, de la vision, de la lucidité, énormément de lucidité en pleine surface, et cette qualité collective pour continuer à trouver des relais très hauts. Voilà, ça a continué de me bluffer, même si c'était pas particulièrement surprenant, c'était dans la continuité, mais ça reste toujours peut-être aussi impressionnant. Le truc qu'ils ont ajouté, à mon avis, c'est au-delà de cette qualité collective technique très forte, une qualité individuelle pure et des moments quelque part brillants, des moments illuminés. Je crois que c'était, c'est même sûr, c'est Lewandowski contre Schalke qui a réussi ce centre, passe décisive pour le 5e but peut-être. Cette passe décisive en coup du foulard, il se retourne coup du foulard, il a à la fois l'inspiration, la confiance et simplement la qualité pour le réussir. Là, à nouveau, on a vu des gestes vraiment extraordinaires, des illuminations individuelles de premier plan. La passe décisive de Lewandowski pour revenir à un partout, cet appel et puis cette capacité à se retourner à la réception du centre, la vision pour voir Müller, pour savoir qui sera là et pour lui remettre en pleine surface, le geste technique réussi. Je crois qu'il y a aussi le fait que le Bayern mette autant de plats du pied dans la surface, ça c'est comme l'Allemagne en 2014, notamment le match contre le Brésil. Je crois que ça aussi, quelque part, ça m'impressionne, il y a cette maîtrise qui est dégagée par le fait qu'on finit très souvent en plat du pied, c'était aussi le cas contre Schalke. Voilà, ça sur le but de l'égalisation, c'est assez fort. Alors après, pour autant, le Bayern n'a pas fait un match parfait, loin de là, quelque part, ils ont eu des séquences même où ils ont été nettement plus faibles que ce qu'on a vu sur le Final 8 par exemple. Je crois qu'il y a encore pas mal de choses qui vont être en rodage. Je crois que par exemple l'arrivée de Leroy Sané va demander un petit temps d'adaptation. Je l'ai trouvé intéressant par moments, moins par d'autres, quelques mauvais choix. On va peut-être en reparler brièvement. Je crois aussi qu'il y a peut-être quelques soucis défensifs à régler, alors pas trop dans l'approche haute et pressing, mais plutôt derrière, en transition, voire même pas nécessairement en transition, mais juste Zule. Pareil, revient de blessure. Pour moi, je crois plutôt en Zule, mais sur quelques centres, un en particulier, son intervention est un peu ratée, ça peut faire danger. De manière générale, la ligne défensive là qu'on avait, à savoir Hernandez, Alaba, Zule et Pavard, finalement, il n'y avait qu'un seul joueur qui restait de la finale contre Paris, c'était Alaba. Et on a senti quand même que Hernandez, à la place de Davies, non seulement sur le plan offensif, c'était nettement plus limité, il n'y a tout simplement pas la même pointe de vitesse et d'élimination, mais même derrière aussi, pour défendre en transition, même si voilà, c'est un très bon défenseur, il a plutôt vocation peut-être même à être défenseur central, mais voilà, je le trouvais un peu limité, Alaba pas top par moment. Bon, voilà, ça aussi, ça reste une vraie interrogation, en sachant que quelque part, toutes les forces vives dans ce secteur pour le Bayern sont gauchers. Alphonso Davies, David Alaba, Lucas Hernandez, alors qu'à droite, il y a pas mal de joueurs qui reviennent de blessures ou qui sont régulièrement blessés, même Pavard. Par rapport à Kimmich, on aime bien Kimmich en milieu central, en plus il fait un bon match, et puis voilà, c'est une zone dans laquelle il est très pertinent, mais peut-être que tu gagnerais plus à avoir un Thiago Alcantara que tu as perdu, et du coup un Kimmich latéral droit plutôt que Kimmich Pavard. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui permet de nuancer la réponse et de se demander si le Bayern est véritablement plus fort que l'année dernière. Je pense que hier, et même sur la saison qui va venir, Thiago au milieu de terrain aurait fait pas mal de bien, a fortiori dans ce 4-2-3-1 qui va a priori continuer à être reconduit, même avec les arrivées de Leroy Sané. Et puis peut-être la dernière chose à évoquer en nuance, en petit bémol pour ce Bayern, c'est que j'ai trouvé quelques sautes de concentration, surtout, particulièrement au retour des vestiaires. Alors, deux grosses situations qui sont concédées à la 46e, donc entre la 45 et la 46, pile au retour des vestiaires en seconde mi-temps. Une grosse situation concédée, et pareil pour la première période de prolongation, entre la 90 et la 91, pareil, une situation dangereuse. Donc voilà, peut-être quelque chose à rectifier aussi niveau concentration, ça on le verra par la suite. Et donc pour finir la séquence prono avec mon partenaire BetClick, comme d'habitude j'ai choisi 2 rencontres pour ce week-end. Et alors on est à 4 sur 7 depuis le début de saison, 4 paris réussis sur 7 tentés. On peut passer à 5 sur 8 avec Lille-Nantes ce soir, donc on aura un œil particulier sur ce match. Mais pour mes 2 paris de ce week-end, donc j'ai choisi la victoire de Chelsea à West Brom par 2 buts ou plus. Bon là tout simplement on a West Brom qui concède énormément de tirs, c'est l'équipe en première ligue qui en concède le plus sur ce début de saison, et c'est l'équipe qui en a tenté le moins, c'est la 18e équipe à en avoir tenté le plus, donc la 3e à en avoir tenté le moins. Une équipe qui se crée peu de situations, qui en concède beaucoup mécaniquement, avec la force de Chelsea qui monte en puissance, on l'a vu en milieu de semaine, voilà, ça va créer un différentiel important, et comme c'est coté à 1,91,
ça me semblait être une opportunité intéressante. Puis mon deuxième pari, intéressant aussi parce que c'est à 1,88, c'est tout simplement la victoire de Monaco contre Strasbourg. Monaco qui est à domicile, qui est tout simplement une meilleure équipe fondamentalement, et puis même sur ce début de saison, qui est sur une belle spirale face à Strasbourg qui doute beaucoup. Monaco d'ailleurs que je dois faire plutôt un bel exercice 2020-2021, ça pourrait passer par une victoire contre Strasbourg, et comme c'est coté à 1,88, voilà, c'est plutôt bon à prendre. En tout cas, si ça vous tente, si ça vous semble relativement plausible et que vous voulez tenter votre chance sur BetClick, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez profiter de leur offre de bienvenue avec mon code promo Willou. En tout cas, ça m'aidera beaucoup si vous utilisez ce code. Comme vous le savez, surtout en ce moment, c'est vraiment très très bienvenu. Donc, code promo Willou, je vous mettrai le lien qu'il faut en commentaire ou en description si ça vous intéresse. Donc, en tout cas, les amis, on se quitte là pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous voulez pas rater les prochaines. Et la prochaine, en particulier, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si je vous parle de la prochaine, c'est parce que voilà, après de longues tergiversations, vous avez été très nombreux à me la demander et ça fait très très longtemps que je la prépare aussi. La prochaine vidéo, ce sera bel et bien le classement de Ligue 1 pour la saison 2020-2021. Donc l'opportunité de passer en revue un petit peu tous les clubs et tous leurs projets collectifs. Et puis juste de se mouiller un petit peu, de pronostiquer donc le classement à l'issue de la saison. Ce sera la prochaine vidéo, à mon avis lundi, mais on verra. Voilà, j'espère que ça vous plaira, et d'ici là, du coup, je vous souhaite de passer, comme d'habitude, une très très bonne journée, une excellente soirée et un super week-end aussi qui arrive. Prenez soin de vous et de vos proches. On se dit à très vite. Bisous.